Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. J'ai eu le plaisir de recevoir au printemps dernier M. Yvon Charret, ancien PDG d'Industriel Alliance, un leader reconnu pour son engagement social et sa vision philanthropique. Tout au long de sa carrière, il a mis de l'avant des valeurs de responsabilité et de solidarité, convaincu que le succès d'une entreprise se mesure autant par son impact sur la collectivité que par sa performance financière. Dans cet épisode, nous revenons sur son parcours exceptionnel, son approche du leadership et les principes qui l'ont guidé tout au long de sa carrière. Yvon Charret nous livre des réflexions inspirantes sur l'importance de la générosité, de l'altruisme et du rôle que chacun peut jouer pour bâtir une société plus solidaire. Nous abordons également son engagement à travers les charitables, un mouvement qu'il a fondé pour encourager une culture du don et du partage au Québec. Cette initiative invite les citoyens à redonner une partie de leurs revenus afin de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur dans une démarche de philanthropie d'impact. Enfin, nous discutons de son implication active dans des dossiers importants pour la région de Québec, notamment le Mont-Sainte-Anne et le Pont de Québec. Un échange inspirant avec un leader visionnaire qui nous rappelle que chaque geste compte pour construire un monde plus humain et plus solidaire. Bonne écoute. Yvon, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de mon balado. C'est tout un honneur, vraiment. Il fait un petit peu chaud, on est dans le studio, puis le printemps est commencé, les chaleurs d'été sont commencées. Donc, et le but de notre rencontre, c'est de discuter de philanthropie, puis de discuter d'un mouvement que tu as lancé récemment qui s'appelle les Charitables. Donc, mais avant de parler des Charitables, on va parler un peu de Yvon Charret. Donc, moi, j'étais connu comme PDG de l'Industriel Alliance. J'ai le souvenir que tu as été président d'honneur d'un bal des grands romantiques, si je ne m'abuse. Est-ce que je me trompe? Ou plusieurs? Je pense que je l'ai fait 2 fois, la présidence d'honneur. C'est ça. Donc, mais avant de parler de philanthropie, là, qui est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, si tu me parles un peu de toi, là, donc comment on aboutit PDG de l'Industriel Alliance? Là, ça se fait comment, ça? C'est assez simple, parce que dans le fond, moi, j'ai fait mon cours d'actuariat à l'Université Laval. OK. Puis un bon jour, j'ai eu une offre de l'Industriel Alliance que j'ai acceptée. OK. Et il y avait une règle non écrite dans la compagnie qu'après notre baccalauréat, il fallait passer des examens de la Société des actuaires. Puis dès que c'était terminé,
on te faisait un test en gestion. Pour devenir fellow, là. Est-ce qu'il fallait être fellow, les 10 examens Oui, à l'époque? oui, OK. il fallait être fellow. Alors moi, j'ai été fellow assez jeune, de sorte que mon premier stage en actuariat a duré seulement 1 an et demi. OK. Alors après 1 an et demi, on m'a poussé dans la gestion. OK. Et ça faisait vraiment partie de la culture de la compagnie OK. de tester les gens dans différents domaines. Alors ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai fait 10 postes dans les 20 premières années. Dans l'Industrielle Alliance. À l'Industrielle Alliance, dans toutes sortes de fonctions, marketing, fiscalité, assurance et rente individuelle. Je suis revenu à l'actuariat. Je suis devenu actuaire en chef en 92. Puis après ces 10 postes-là, en 1996, j'ai été identifié comme la relève. Alors là, j'ai été En nommé 96. ouais, OK. VP exécutif et chef de l'exploitation. Puis là, il y a toujours une longue transition dans les titres. C'est bien compliqué, mais finalement, en 2000, l'année que l'Industrielle Alliance est passée de mutuelle à compagnie à capital action, cette année-là, je suis devenu président de l'Industrielle Alliance, puis j'ai fait ça pendant 18 ans. Donc, tu as passé toute ta vie à l'Industrielle Alliance. Oui, ça a été le seul employeur, puis après 3 mois, les gens riaient bien de moi, parce que moi, je rencontrais à peu près n'importe qui, puis je disais « nous à l'Industrielle Alliance », puis « nous à l'Industrielle Alliance OK. ». Il y a eu comme un... Tatoué sur le cœur. Ah oui, il y a eu comme un mariage. Puis écoute, imagine-toi donc que c'est même là que j'ai rencontré ma conjointe. OK. C'est Alors, complet. oh oui, et ça a été... toute ma carrière s'est passée à l'Industrielle Alliance. OK. Est-ce qu'il fallait être actuaire pour accéder à ce type de poste-là ou est-ce qu'un Alors- avocat pourrait être président de l'Industrielle Alliance, par exemple? Alors, il faut comprendre que chaque compagnie a sa culture. OK. Mais la culture de l'industriel à Québec, c'était beaucoup une culture d'actuaire. Alors, si tu étais actuaire, tu avais une longueur d'avance. Mais par contre, quand l'industriel de Québec a fusionné avec l'Alliance de Montréal, l'Alliance de Montréal, c'était une culture de comptables. OK. Tous les dirigeants étaient des comptables. Puis ça, là, c'est un biais sur lequel le premier dirigeant doit faire bien attention parce que naturellement, tu t'entoures de gens comme toi, puis ça peut être une grave erreur. C'est pas mal plus important de t'assurer que tu as des talents complémentaires autour de toi. Mais honnêtement, quand tu étais à l'industriel, si tu étais actuaire, tu avais comme Ça une donnait petite une bonne longueur chance. d'avance. Mais on dit parfois que dans des postes importants comme ça aussi, il faut s'entourer de gens qui sont pas d'accord avec nous, sans que ce soit des ennemis, mais autrement dit, faire face à la compétition à l'interne plutôt qu'à l'externe. Comme ça, quand on sort, on a déjà affronté toutes les objections potentielles. C'est un peu la devise de Barack Obama, semble-t-il. Ben écoute, En c'est politique. tellement important. Moi, je l'ai appris d'Abraham Lincoln. OK. Abraham Lincoln. Obama l'avait appris de Lincoln, d'ailleurs, Ah, je pense. bon. Lincoln, c'était assez impressionnant parce que le type qui avait réussi à battre, il a décidé qu'il voulait l'avoir Exact. avec lui. Puis là, il a écrit une lettre l'invitant à faire partie de son cabinet. Puis là, à l'intérieur de la première lettre, il y en avait une deuxième. Puis là, dans la deuxième, ça disait « Je sais qu'en lisant la première lettre, tu as sûrement pensé que je faisais juste ça pour la forme, que je voulais pas vraiment. Oui. Mais je veux vraiment t'avoir et voici pourquoi. » Fait Ok. que le secret était dans la deuxième lettre. Alors, c'est pour ça que moi, ma philosophie est la suivante, c'est tout le monde a une opinion sur moi dans sa tête. Est-ce que j'aime autant l'entendre, l'opinion, ou j'aime autant ne pas l'entendre? Puis moi, c'était clair que dans mon bureau, les gens pouvaient me dire absolument n'importe quoi, au point qu'une fois, quelqu'un m'a dit que j'avais pris la pire décision qu'il avait jamais vue de toute sa vie. Pas la pire décision de l'Industrielle Alliance, Okay. mais la pire décision. Puis vu que j'étais habitué, j'ai dit pourquoi. Alors oui, c'est un très bon conseil. Parce que bien souvent, par introspection, on pense qu'on est capable de bien se connaître. Ouais. Mais ça, c'est vrai tant aussi longtemps que tu ne te frottes pas l'opinion de quelqu'un d'autre. Alors moi, je dis qu'il faut conquérir le feedback. J'ai un de mes invités qui m'a déjà dit dans la vie, on peut dire à peu près n'importe quoi, mais pas n'importe comment. C'est peut-être ça. Ah, ben ça, le n'importe comment, moi, je dis qu'on aimerait ça de se le faire dire d'une belle façon, mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est de l'avoir entendu. Puis, ça prend beaucoup de courage, des fois, pour que les gens nous le disent. Ben Puis, oui. il faut accepter que parce qu'ils ont été courageux, alors moi, je me suis fait dire une fois que j'ai
une sainte envie d'être efficace comme une religieuse a une sainte envie de prier. Fait que ça voulait dire que peut-être, à un moment donné, j'avais de la misère à relaxer. Là, peut-être que j'étais trop sur l'efficacité. Mais c'est comme ça qu'il me l'a dit, mais l'intention était bonne. C'est bon. Dis-moi, as-tu côtoyé, travaillé avec Claude Castonguay? J'imagine que oui. Non, parce qu'il y a Claude Castonguay, tout comme Robert Bégin, le président de l'industriel, quand j'ai été embauché en 1979, il y avait 4 actuaires qui sont allés faire leur cours à Winnipeg. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 grandes écoles d'actuariat au Canada. Il y a l'Université Laval, il y a Waterloo en Ontario, puis il y a l'Université de Winnipeg. Alors, dans le temps de Claude Castonguay puis Robert Bégin, les gens devaient aller à l'extérieur pour apprendre l'actuariat. Mm-hmm. Alors, Robert Bégin et Claude Castonguay font partie des 4 premiers actuaires qui ont été étudiés à Winnipeg, qui sont revenus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Castonguay, c'était le compétiteur de l'industriel dans le temps. À la financière. Lui, il travaillait à la Laurentienne, puis la financière, la Laurentienne. Okay. Tandis que moi, je travaillais à l'industriel. OK. Donc, j'aurais cru peut-être à cause... il était plus âgé, mais disons que vous étiez contemporain. C'est ça. Contemporain. Ah ben quand même, c'est toute une vie. Là. Je pensais que c'était comme une fin de carrière, l'Industriel Alliance, mais on peut pas faire ça en fin de carrière, accéder à un poste comme ça. Tout est possible, en fait, j'imagine. Oui, tout est possible. Mon prédécesseur, Raymond Garneau, lui, n'était pas actuaire de formation. Il avait déjà été président de la Banque Laurentienne. Il venait de perdre ses élections en 1988 à Ottawa. Et à ce moment-là, la fusion entre l'industriel et l'Alliance fonctionnait très mal. Okay. Alors, le conseil d'administration, dans sa sagesse, a décidé d'engager le premier vrai industriel Alliance. Pas une industrielle, puis pas une alliance. Okay. Alors, Raymond Garneau, lui, il a fait ses 10 dernières années comme président de l'industriel Alliance à l'âge de 55 ans. OK, c'est bon. Okay. Ben, c'est un survol très intéressant. Juste ça, je pense qu'on pourrait en parler pendant une heure. On va parler de philanthropie. Donc, dans ton cas, ça vient d'où, l'intérêt pour la philanthropie? Là? Ça vient de 2 choses. Ça vient de ma mère, qui faisait énormément de bénévolat. Mm-hmm. Alors, moi, je me considère l'extension de ma mère. Mais ça vient aussi du fait que quand j'ai été nommé président de l'Industriel Alliance en 2000, j'ai eu la visite d'Emma Québec, okay. qui est venue remettre à l'Industriel Alliance un trophée parce que la compagnie avait été la toute première à faire des campagnes de dons de sang en milieu de travail. Okay. Puis ça, il faut comprendre que dans le temps, là, c'était Stan Brock, le dernier président anglophone de la compagnie qui venait de London, Ontario, où c'était déjà coutume de faire des campagnes de dons de sang en milieu de travail. Puis quand il est arrivé à Québec, il s'est dit « Comment ça se fait que ça n'existe pas? On va s'informer, puis on va en faire une. » Alors moi, j'ai eu le déclic. Je me suis dit « OK, ce président-là, il a laissé sa marque. » Alors moi, Yvon Charret, pendant que je suis président de l'Industriel Alliance et que j'ai de l'influence, qu'est-ce que je fais pour laisser ma marque? Puis c'est là que j'ai décidé que non seulement j'aurais une mission professionnelle, mais j'aurais une mission communautaire. Puis ma mission communautaire, c'était entraîner d'autres dirigeants à s'impliquer dans la communauté. OK. Puis là, on était à quelle époque à peu près? Ça, c'était en 2000. OK. Puis depuis ce temps-là, disons, là, mis à part les dons de sang, là, l'aspect qu'on considère souvent philanthropique, c'est l'aspect levée de fonds, argent. Oui. Alors ça, ce que j'ai décidé pour entraîner d'autres dirigeants, c'est la chose suivante. J'ai conclu, après avoir analysé tout ça, qu'il y a plein de causes qui méritent d'être supportées, mais après avoir fait son chèque à Centraide. Parce que Centraide, ça, à mon avis, là, ça fait partie de ce qu'on appelle les services essentiels dans la philanthropie. Puis c'est dans Centraide que j'ai mis énormément d'énergie. C'est dans Centraide que j'ai essayé d'amener toutes les autres compagnies d'assurance à être généreuses, au point que quand tu regardes ça à Québec, là, les 2 principaux assureurs ensemble, Beneva puis IA Groupe Financier, là, ramassent plus d'argent que l'ensemble des employés du gouvernement du Québec, puis plus d'argent que le Mouvement des Jardins à Centraide Québec. Alors, ma cause principale, ça a été Centraide. Évidemment, j'ai fait des campagnes de financement. J'ai fait Michel Sarrazin, Musée de la civilisation, l'hôpital Enfant Jésus Saint-Sacrement. Puis, j'ai aussi fait des présidences d'honneur parce que
c'est à chacun son tour. Alors, j'ai fait plusieurs présidences d'honneur. OK. On a souvent l'impression, moi j'ai été impliqué à la Fondation du CHU de Québec, puis lorsqu'on va voir des grandes compagnies, comme des compagnies d'assurance, tu me corrigeras, mais parfois l'impression que j'avais, c'est que les compagnies parfois se choisissent une niche un peu, ça facilite un peu les relations avec les demandeurs. Parce qu'on, par exemple, Bell va dire, nous, on est en santé mentale. Donc, si on les sollicite pour le cancer du côlon, Bell va dire, tu sais, c'est pas notre tasse de thé. Donc, est-ce qu'il y a un peu de ça au niveau philanthropique dans les grandes institutions? Bien, il faut dire que Bell, c'est vraiment une exception. Parce que quand George Cope était nommé président, il a pris la très grande décision de dire 80% du budget va aller en santé mentale. C'est vraiment exceptionnel. La plupart des grandes institutions financières sont assez ouvertes. Il y a à peu près toujours la santé et l'éducation. Puis après ça, chacun se positionne. Il y en a qui se positionnent dans arts et lettres. Il y en a qui se positionnent dans le sport d'élite. Alors, si tu prends IA Groupe Financier, nous, notre clientèle, c'était la personne au revenu moyen. Alors, on n'a jamais voulu être dans les sports d'élite. Nous, c'était monsieur et madame tout le monde. C'était les gens défavorisés. C'était Centraide. Mais je dirais que, de façon générale, là, à peu près tout le monde a un bon budget, santé, éducation, puis après ça, les gens se positionnent. Comment ça fonctionne, disons, moi je fais une demande à l'Industrielle Alliance pour une levée de fonds. Comment ça chemine dans la compagnie? Qui va recevoir la demande? Ça s'arrête où? Qui est chargé de dire oui, non, peut-être? Alors, il y a une personne qui est responsable de recevoir toutes ces demandes-là. Puis, à l'intérieur de la compagnie, il y a un comité qu'on appelle le comité des dons. Puis encore là, chacun a sa philosophie. Moi, Yvon Charest, je trouve que la sollicitation, c'était tellement important que moi, j'allais aider des organismes quand je sais que les gens qui s'impliquent dans cet organisme-là vont aussi faire des dons. C'est donnant-donnant. Alors moi, j'encourage ceux qui sont actifs en philanthropie. C'est un de mes critères que j'avais. OK, c'est bon. Et pourquoi c'est important de donner? On va en parler, là, mais pourquoi c'est important de donner là, sur le site Internet, les vidéos? Là, tu témoignes un peu du fait qu'au Québec, à Québec, on est peut-être moins bon qu'ailleurs. Oui. Ben, en fait, pourquoi donner? Quand je te dis, je suis l'extension de ma mère. Nous, notre famille était revenu moyen. Mes parents ont eu une voiture dans leur vie. Mon père avait à peu près 60 ans quand il a réussi à l'acheter. Et il n'a pas passé son permis de conduire. C'est quand même assez comique. Alors, moi, j'avais le mien. Alors, donc, on était une famille à revenu moyen, puis ça n'a jamais empêché ma mère de faire excessivement de bénévolat. Alors, moi, j'ai été un peu élevé là-dedans, puis ma philosophie est bien simple, c'est de faire réfléchir les gens, puis de dire, écoute, tu as peut-être eu 4 chances dans ta vie. La chance de la santé, la chance d'être né au Québec, puis avoir une éducation qui n'est pas dispendieuse. Pas très cher. Hein? Puis si tu n'aimes pas le tirage, puis tu n'aimes pas être au Québec, on peut recommencer le tirage, mais tu as une chance sur 2 d'être né en Chine ou en Inde. Pensez comme il faut. La chance de l'entourage quand tu as eu des coups plus difficiles. Il y a des histoires d'horreur de gens qui n'ont pas eu, puis il y a des belles histoires de gens qui ont eu la chance de l'entourage. Puis finalement, la 4e chance, c'est les gens qui sont dans la bonne industrie en 2000, parce que les écarts salariaux n'ont jamais été aussi élevés. Alors moi, je dis aux gens, moi, j'ai rencontré les 4 chances. Puis j'invite les gens à réfléchir à leurs chances, puis probablement que la meilleure des chances que j'ai eues, c'est la chance de la santé, parce que quand j'ai joint l'Industrielle Alliance, on était 3 actuaires qui ont été recrutés la même année. Il y en a un qui est né avec un trou au cœur. Il y en a un deuxième qui a eu le diagnostic de la sclérose en plaques à l'âge de 25 ans. Puis moi, j'étais le 3e. Alors, entre toi et moi, lequel des 3 avait plus de chances d'être président de la compagnie un jour? Alors, moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est de dire, il faut avoir un sens de la communauté. Si on a eu des chances, oui, les gens ont tous travaillé fort, tu travailles fort, j'ai travaillé fort, mais à quelque part, on a eu des chances aussi. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée,
Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Alors, les charitables, ça vient se glisser où dans Alors, voici ce qui est dans arrivé. tout ça, disons, là? Alors, voici ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai attiré bien des gens dans Centraide. Pour te donner une idée, j'étais responsable du comité des dons majeurs. Ça, c'est les gens qui faisaient des chèques de 2500 $ personnels à chaque année à Centraide. Quand on a commencé, il y avait 17 personnes de la région de Québec. Puis quand j'ai quitté, il y en avait 600. Quand même. Alors, parmi les gens que j'ai recrutés, il y avait André Couture, le président du conseil d'administration de Sanimax. Puis André, c'est un type très généreux. Puis André trouvait qu'il y a trop de gens bien nantis dans la région qui font pas de dons de charité. Alors, on a discuté ensemble, puis à un moment donné, il m'a amené dans cette discussion-là, puis on a conclu la chose suivante. On s'est dit, c'est pas nous qui vont décider à qui les gens devraient donner. Mais on a besoin d'un standard de générosité. On a besoin de savoir c'est quoi une personne généreuse. Il y a un standard de générosité pour les compagnies généreuses. C'est de donner en don de charité à chaque année 1% des profits avant impôt. Ça existe. Puis il y a un organisme qui fait la promotion de ça au Canada. Mais qu'est-ce qui est un individu généreux? Ça n'existait pas. Alors, la deuxième fois que j'ai été coprésident de la campagne Centraide en 2012, je me suis dit, je vais en développer un indice de générosité. Puis j'ai regardé dans Statistique Canada quel était le don en pourcentage des revenus en fonction de ton quintile de revenus de ménage. Puis la chose qui m'a vraiment impressionné, c'est que si tu prends les gens qui sont dans le quintile de revenus de ménage le plus bas au Canada, dans ce quintile-là, parmi les gens qui font des dons, en moyenne, les gens donnent 2,1% de leurs revenus en dons. C'est incroyable comme c'est élevé. Et plus tu montes dans des revenus plus élevés, plus le pourcentage baisse. Alors que tu as plus de revenus discrétionnaires. Alors moi, ma ligne, c'est bien simple. C'est de dire, si les gens dans le quartile d'en bas peuvent donner 2,1%, ben les autres quintiles peuvent donner 3%, puis le quintile des bien nantis en haut peut donner 5%. Alors en 2012, quand j'étais coprésident de Centraide, j'ai commencé à parler du 5%. Alors, quand André Couture est venu me voir pour les charitables, j'ai dit, c'est parfait, on va y aller avec 5, parce que si on demande un pourcentage trop élevé, on ne sera pas capable d'attirer personne. Si on demande un pourcentage trop faible, tout le monde va embarquer, mais ça ne changera rien. Alors, on voulait avoir un pourcentage qui incite les gens à réfléchir à leurs dons. Mais dans le groupe des gens qui ont des revenus les plus faibles, donc parmi ceux qui donnent, il y a une moyenne assez élevée, mais le pourcentage de gens qui donnent dans ce... Est-ce qu'on le sait, ça, finalement? Non, on ne le sait pas, puis c'est triste parce que j'ai contacté Francis Veil du journal La Presse, qui est spécialiste de Statistique Canada. Je lui ai demandé de fouiller ça, puis on n'a jamais réussi à savoir c'est quoi le pourcentage de ces gens-là qui donnent. Mais ça reste impressionnant, 2,1%. OK, puis donc un grand donateur pour Yvon Charest, c'est quelqu'un qui donne plus de 5% de son revenu brut annuellement. De son revenu brut ou de son revenu net? Parce que quand il pense, ça revient à la même chose. Si tu gagnes 100 $ brut puis tu fais un don de 5 $, ça fait 5%. Mais ton 100 $ brut, après impôt, il te reste probablement 50 $ dans tes poches. Puis le coût de ton don de 5 $, après les crédits d'impôt, c'est 2,5 $. OK. Alors, 2,5 $ sur 50 $, tu retombes à 5%. OK. Donc, puis ce 5%-là, donc, c'est vraiment dans ton esprit. Oui, c'est il n'y avait pas de modèle mondial ou... Non, c'est la définition d'Yvon Charest. Parce que le modèle, on sait que les super riches aux États-Unis, là, Bill Gates et Warren Buffett, eux, ils ont parti un système où tu donnes 50% de ton avoir de ton vivant. Alors, on n'est pas rendu là. Il existe un modèle en France
Mais non, c'est la définition d'Yvon Charest. C'est bon. Mais est-ce qu'il y a pas c'est pas plus confortable des gens comme Bill Gates de dire c'est pas plus facile de donner plus on est riche, mais toi tu me dis c'est le contraire? Oui, parce que, écoute, je vais te donner un exemple. Il me semble le gars qui vaut 100 millions, ça doit être plus facile de donner 5 millions d'un coup, je sais pas. Non, l'enjeu, c'est que plus on gagne de l'argent, plus les besoins nous collent après. Okay. Puis après ça, plus la comparaison avec nos voisins est là. Alors, je vais te donner comme exemple, moi, Yvon Charest, à ma 2e année de travail, j'avais la chienne de réussir un examen de la Société des actuaires, puis je me suis juré que l'augmentation de salaire que j'aurais, si je passais mon examen, je le donnerais au patron de Charlebourg. OK. J'ai réussi mon examen. Alors, mon salaire est passé de 14 000 à 15 000 $. Cette année-là, j'ai donné un don de 1 000 $, soit 7 % de mes revenus. Comment ça se fait que quand je gagnais 14 000 $, j'étais capable de donner 7 %, donner les 1000, donner 7 % de mes revenus, puis qu'après ça, oups, le pourcentage glisse. C'est parce que là, quand on commence à avoir de l'argent, on commence à penser à tous les besoins possibles et imaginables, tous les gadgets qu'on pourrait s'acheter. Okay. Alors, c'est parce qu'on est dans une société de consommation. Est-ce que le bénévolat compte, ou on parle juste d'argent? Là, on parle juste d'argent. Okay. On parle juste d'argent. Puis bien souvent, tu sais, puis il y a des gens... Parce que entre le don de temps et le don d'argent, il y a quand même une relation entre les deux. Parce que bien souvent, quand les gens donnent de leur temps, ils voient de très près les besoins des gens plus démunis, qui ont des problèmes. Puis veut pas, ça incite à faire un don en argent aussi. OK. Est-ce qu'il n'y a pas de danger, peut-être, avec un modèle comme le vôtre, des charitables, d'évaluer ou l'action bénévole, ou c'est un autre créneau qui va s'occuper de ça, disons? C'est un autre créneau qui va s'occuper de ça. Écoute, moi, j'ai été sous le conseil d'administration de l'Institut Mallette pendant 2 ans. L'Institut Mallette, lui, il est à 10 000 pieds dans les airs. Donc, la philanthropie, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des compétences, puis même des fois, c'est de prêter ton nom, ta notoriété. Alors moi, je suis allé au cégep Limoilou, c'est pas le cégep qui a la plus grande notoriété. Ils m'ont approché, puis ils disent, Yvon, veux-tu être notre ambassadeur? Ça nous aiderait. Bon, mais moi, après avoir été 2 ans sur l'Institut Mallette, j'ai senti le besoin de dire, OK, mais moi, là, je veux travailler sur quelque chose de concret, sur quelque chose d'immédiat. Puis c'est là que j'ai préféré mettre mon temps ailleurs pour aller me consacrer sur le don en argent. Et sais-tu quoi? Les Québécois sont généreux, 3 petits points, quand ils sont sollicités. Okay. Notre enjeu qu'on a, les Québécois francophones, c'est qu'on n'a pas développé de culture de sollicitation en argent. Alors moi, c'est là-dessus que je consacre mes énergies, parce que je suis arrivé à la conclusion que quand les Québécois sont sollicités, ils sont généreux. Mais on n'a pas cette culture-là de sollicitation. J'étais peut-être sous l'impression aussi qu'historiquement, on était peut-être moins riches, là, collectivement, puis que ça avait été un frein, là, si on monte dans les années 50, 60, à Montréal. Ce sont les anglophones qui avaient de l'argent, c'était pas les francophones. Oui, c'est un fait, mais à partir du moment que les francophones ont de l'argent, ils font quoi avec? Puis là, c'est pour ça qu'on a créé les charitables. Okay. Parce que moi, ma lecture est la suivante. C'est que les Québécois francophones, on était plus de la religion catholique. On donnait à l'Église. Mm-hmm. Puis quand la religion est devenue moins populaire, on a comme... on n'a plus une source de sollicitation. Okay. Alors que la communauté anglophone protestante, sa culture, c'est de faire de l'action directement dans la communauté. Puis le plus bel exemple, c'est moi, personnellement, chaque année, je sollicitais 120 personnes pour qu'ils fassent un don personnel à Centraide de 2500 $ et plus. Et sur les 120 personnes, je devais en solliciter 119 à chaque année. Le 120e, là, c'était l'unique anglophone du groupe qui m'envoyait toujours son chèque 2 semaines avant que la campagne commence. Exactement. C'était dans sa culture. Okay. Alors moi, je pense qu'il s'est passé beaucoup de ça
que c'est l'Église qui sollicitait, puis quand l'Église est devenue moins populaire, on s'est dit « Ah! OK. On n'a plus besoin de faire de dons. » Donc, si les Québécois sont bons derniers à toute fin pratique, c'est pas parce qu'on est gratteux, là, selon toi, c'est parce qu'on une culture de sollicitation ou de philanthropie. Ah, c'est définitivement la culture de sollicitation. OK. Je vais te donner un exemple. Moi, c'est l'exemple qui m'a le plus sidéré. C'est qu'un jour, les gens de Centraide sont venus me voir et ils ont dit « Yvon, là, on a regardé à Edmonton, à Winnipeg, c'est dans l'Ouest que les gens sont les plus généreux. Alors, il y a des gens qui sont capables financièrement de faire un chèque personnel de 10 000 $ par an à Centraide. » Puis là, je me suis dit, 10 000 $, tu me demandes de solliciter 10 000 $, mais c'est donc bien de l'argent. Mm-hmm. Puis là, j'ai eu un blocage dans ma tête, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, j'y vais. Puis je me souviens très bien, quand je sollicitais quelqu'un au téléphone, là, je me levais sur ma chaise. Là. J'étais en mode action, j'étais debout. OK. Et sais-tu quoi? On avait 20 personnes sur notre liste de donateurs potentiels, et il y en a 18 qui ont dit oui. OK. Ça, là, ça veut dire que quand les Québécois sont sollicités, ils sont généreux. Quand même, c'est quand même assez intéressant. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. On parle des charitables depuis tout à l'heure, mais si tu me présentais finalement le concept, ça peut être en même temps un résumé du manifeste ou... Oui. En fait, le concept est très simple. Nous, on est en amont de toutes les causes qui ont besoin d'argent. Alors nous, notre mission est double. La première, c'est de faire de la promotion d'un standard de générosité. 5% des revenus. Notre deuxième mission, c'est de faire en sorte d'amener des gens à ce standard-là. Alors, pour commencer, la première année, on se dit, on connaît notre écosystème, on va demander à des gens qu'on sait qui sont généreux de joindre le mouvement. Après un an, on avait 65. Puis là, on s'est dit qu'avec une base de 65, c'est cette base-là qui va faire réfléchir les autres personnes. Alors là, qu'est-ce qu'on commence à organiser au début du mois de juin? C'est des petits déjeuners où on invite des gens à dire, venez, on voudrait parler avec vous de philanthropie, puis by the way, on va leur présenter que 65 personnes, dont ils vont sûrement en connaître 25% chacun, pour amener des gens à réfléchir, puis dire « Hey, écoute, j'avais jamais réfléchi c'était quoi exactement être généreux, parce que sais-tu quoi? Moi, je trouve que d'avoir un budget de dons, ça change complètement notre mentalité quand les gens nous sollicitent. Il y a tellement de gens qui m'ont dit « Ah, je suis tellement sollicité, j'en ai toutes les semaines, ça n'en finit plus, puis etc., etc. » Mais j'ai dit « Écoute, si tu as un budget de dons, c'est tellement plus simple. Quelqu'un va venir te voir au mois de juillet, puis tu vas lui dire « Ah, ben écoute, moi j'ai un budget de dons, il me reste 2600 $ dans mon budget de dons cette année. Parle-moi de ta cause, puis après, je vais décider si c'est à toi que je vais le donner ou ton voisin d'à côté. » Fait que toute la pression de dire « je dis oui, je dis non » est tout enlevée. Là, c'est remplacé par de la curiosité de dire
Parle-moi de ta cause, dis-moi de l'impact, dis-moi c'est qui est ton chauffeur d'autobus dans ta cause, dis-moi c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu as réussi à atteindre dans les 5 dernières années. Comprends-tu? Ça change complètement le focus. Mais là, tu me parles de 5%, donc c'est 5% pour tout le monde dans les charitables. Mais j'avais cru comprendre que globalement, ta vision était que le pourcentage devrait être un peu fonction du revenu, là. Mais comme une échelle, 2, 3, 5, oui, mais où j'ai manqué un petit bout. Non, tu n'as pas manqué un petit bout, mais nous, on s'est dit que si on va avoir du succès, il faut être ciblé. OK. Puis pour être ciblé, pour être focusé, on s'est dit qu'on va d'abord travailler auprès des gens qui sont bien nantis, qui sont capables de donner le 5. Puis sais-tu quoi? C'est surprenant parce que parmi les gens là, qui ont accepté de donner le 5%, là, tu as des gens qui sont des salariés, sont loin de faire partie du premier quintile, mais dans la vie, ils ont conclu qu'ils ont donné 5% une année, puis une fois que tu n'as pas ton 5% une année, ben là, après ça roule, puis tu continues à travailler sur ton 95%. Dans le fond, c'est seulement la première année que si tu passes de 0 à 5%, tu te dis « Ah, c'est beaucoup d'argent. » C'est plus difficile. Mais est-ce qu'il y a des gens que tu sollicites, puis que là, tu as l'impression que, mettons, tu sollicites l'homme ou la dame, puis là, la personne se dit « Il me semble, mon conjoint, ma conjointe, c'est quand même un engagement financier. » Du jour au lendemain, de dire « Chérie, là, tu sais, on va donner... écoute, tant de dizaines de milliers de dollars cette année, potentiellement. Donc, ça peut avoir un certain impact sur le fonctionnement familial. Je me souviens très bien d'un solliciteur qui me disait, à un moment donné, j'ai rencontré la conjointe d'un type que j'avais convaincu de donner 10 000 $ par année à Centraide. Oui. Puis la conjointe m'a regardé et elle m'a dit, c'est toi là qui viens. C'est comme si tu nous avais soutiré. C'est comme si tu nous avais soutiré de l'argent. Ben, c'est pour ça que moi, je me présente toujours en disant aux gens, moi, je suis ton conseiller philanthropique. Je suis là pour t'aider à réfléchir. Puis voici c'est quoi ma réflexion. Là. OK. Puis, oui, non, je m'excuse, continue. Non, vas-y. Ben, j'allais dire, est-ce qu'une compagnie ou un groupe pourrait s'engager en tant que groupe ou ce sont des individus? Nous, ce sont des individus. Okay. Ce sont des individus, puis écoute, le principe est bien simple, c'est que plus on va amener des individus qui ont des profils différents, des entrepreneurs, des salariés, des professionnels, plus à un moment donné, ça va faire réfléchir des nouveaux qui vont venir. Fait que notre logique, c'est vraiment des individus. Mais quand un individu accepte de faire partie du mouvement, ben on lui demande d'en recruter 2 autres. OK. Parce que notre logique est bien simple, c'est de dire, écoute, si tu es tout seul à être donateur dans ton groupe d'amis dans la région de Québec, là, tu vas avoir beaucoup de demandes. Fait que si tu veux être cohérent avec toi-même, tu dois dire, si je crois à la philanthropie, faut que je sois capable d'en parler à mon écosystème. OK. Puis moi, ma philosophie est bien simple, c'est, on dit aux gens, on va te donner du langage, on va t'équiper. Puis plus on va te donner du langage, moins tu vas avoir besoin d'être courageux. Alors, okay. C'est ça ma philosophie pour amener une culture de sollicitation. Puis je suis très heureux l'année passée d'avoir convaincu Centraide d'avoir un événement annuel de 4 heures pour amener les gens à être des meilleurs solliciteurs, des solliciteurs mieux équipés. Mm-hmm. Les gens qui s'engagent auprès des charitables, c'est un engagement moral. Là. Parce que tu n'auras pas accès à leur oui, c'est un engagement de dons. Non, c'est un engagement sur l'honneur. Est-ce que vous demandez un listing des compagnies auxquelles les gens ont donné, des montants nous, ce qu'on a pour fait... avoir des statistiques éventuellement, puis pouvoir dire les charitables vont aider à lever tant de dizaines de millions de dollars, par exemple, dans la région? Bon, là, il faut comprendre ici, il faut répondre aux objections des gens. Parce que la première objection de quelqu'un qui est généreux, c'est de dire, écoute, si je mets mon nom là-dedans, je vais être sur la liste, puis tout le monde va m'appeler, puis moi, je ne veux pas être pris pour est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non. Alors là, nous, on expliquait aux gens qu'on a besoin de leur notoriété. On a besoin d'eux pour entraîner d'autres personnes, pour être certain que ce n'est pas toujours les mêmes qui donnent. Fait que là, on a convaincu ces gens-là. Après ça, il fallait être certain que les gens soient à l'aise qu'on n'était pas un groupe de sollicitation.
Alors, l'idée, c'est pas que toi, tu joins le mouvement pour aller solliciter tous tes collègues. Fait que ce qu'on a dit aux gens, on a réfléchi à l'idée de dire, est-ce que, par exemple, on demanderait aux gens de donner à une firme comptable indépendante, c'est quoi le montant d'argent qu'ils donnent? On aimerait, à un moment donné, être capable de dire, les charitables dans la région, là, ont donné tant de millions par année. Mhm. On n'est pas rendu là, puis on ne veut pas se péter les bretelles, tu sais, on veut faire preuve d'humilité. Nous autres, on est là pour créer un mouvement, pour faire réfléchir les individus. Mais on demande deux choses aux gens. Un, on demande de signer un document sur l'honneur, comme quoi ils vont respecter le standard. Mhm. Puis deuxièmement, dans un sondage, on leur a demandé c'est quoi les 3 causes les plus importantes pour eux. Fait qu'on commence quand même à avoir de l'information, des données. OK. Est-ce que imposer un pourcentage de dons annuels, ça vient pas dénaturer l'essence du don ou de la philanthropie, au-delà du fait qu'on va dire que ça facilite la vie parce que t'as pas à te casser la tête sur le montant, mais sur la nature même de ce qu'est la philanthropie. Puis là, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais... Non, en fait, les gens ont un budget pour leur auto. Les gens ont plus... Il y a plus de gens qui ont un budget pour leur auto puis pour les vacances qu'un budget pour leur santé. C'est triste un peu, là. Mm-hmm. Mais comme j'expliquais quelques minutes plus tôt, avoir un budget, ça fait changer ta façon d'esprit. Alors, quand quelqu'un qui te sollicite, au lieu de dire « Ah non, pas encore une sollicitation, est-ce que je dis oui ou je dis non », avoir un budget, ça te permet de dire, comme j'ai dit non dernièrement à quelqu'un il y a 2 semaines, j'ai dit « Écoute, moi, je dépasse déjà mon 5%, je suis à l'aise avec les causes que je supporte, puis je ne veux pas l'augmenter. » Alors, c'est triste, mais c'est ça. Mais ça permet d'avoir une vision différente, parce que quand on reçoit une demande de sollicitation, on est plus curieux de savoir quel est l'impact de la cause pour, après ça, dire « Ah, peut-être que je vais faire des changements dans mon budget de dons. » Puis je vais te donner juste un exemple, moi, ce qui m'a sidéré, là. J'ai suivi le parcours de SABSA, puis ma réaction initiale quand j'ai vu ça dans les journaux, c'est de dire « Écoute, le système de santé, le ministre veut rien savoir de SABSA, puis pourquoi c'est pas le gouvernement qui s'en occupe. » Puis à un moment donné, j'ai été amené à me rapprocher de SABSA. Puis quand j'ai vu que SABSA, dans la région de Québec, ça risque d'être la première ville au Canada qui va être capable d'éradiquer l'hépatite C parce qu'ils sont près des sans-abri, des moins nantis, ils sont près des immigrants qui arrivaient de la Pologne, puis dans ce pays-là, une seringue, ça pouvait fonctionner 35 fois. Mm-hmm. Ben, je me suis dit, ah non, il faut que je trouve une façon de mettre de l'argent à SABSA. Mm-hmm. Donc, quand même. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une 2e année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Je vais peut-être juste donner les objectifs des charitables. Puis sur le site internet, on parle d'élever la grande région de Québec dans le top 3 de l'index de générosité canadien. Élever le nombre de donateurs solliciteurs bénévoles, on en a parlé. Inspirer une nouvelle culture philanthropique, ça m'apparaît très clair. Je me demandais, le premier objectif, allez-vous être capable de le mesurer ou... Ben, Statistique Canada, en fait, moi, quand je regarde ça, puis si les gens sont bien nantis, là, puis ils m'écoutent, je vous annonce que vous n'aimerez pas les 2 chiffres que je vais dire. Là. OK. Alors, si on regarde l'ensemble des donateurs au Canada, il y en a 22% qui viennent du Québec.
Ça donne que les Québécois représentent 22 % de la population canadienne. Donc, en pourcentage de donateurs, on est dans la moyenne. on est dans la moyenne. C'est le chiffre attendu. Bon. En termes de... Ça ne dit pas si... Mais par contre, si je regarde uniquement le 10 % des donateurs les plus généreux au Canada, quel pourcentage vient du Québec? 9 %. La moitié de ce à quoi on s'attendrait. Même en bas de la moitié, on pourrait dire 40 %. Okay. Alors oui, on va être capable de le mesurer. On va être capable de le mesurer par cet indice-là. Quand on va avoir 22 % des donateurs les plus généreux du Canada qui viennent du Québec, on pourrait dire mission accomplie. Et ça, ce sont des données, pour ma curiosité, qui viennent du... Ça vient de Statistique Canada, encore une fois. Avec quel recul? Est-ce que j'imagine qu'on n'a pas ça à l'année, le 31 décembre, il y a un recul? Cette donnée-là, le recul est de seulement 2 ans. OK, quand même. Il est assez récent. Le recul est plus long sur le 2,1 % parce que malheureusement, Statistique Canada ne le fait pas de façon, de façon fréquente. Mais la statistique des donateurs les plus généreux de quelle province ils viennent, tu as ça à chaque année avec un délai de peut-être 2 ans. Est-ce qu'il est possible qu'au Québec, on ait une moins grande culture du don en raison un peu du... je dirais le parapluie social qu'on a ou autre, où les gens ont le réflexe de penser que tout doit être pris en charge par l'État. Donc, et il vient avec ça peut-être un niveau d'imposition qui, historiquement, aurait découragé certaines personnes d'en rajouter un peu. Bon, écoute, un solliciteur, puis moi, j'ai dû entendre 35 raisons différentes pour lesquelles les gens ne donnent pas. Là. Puis ça, c'est la première. C'est ça. La première, c'est au gouvernement s'en occuper, puis le taux de taxation. Alors, à ça, ma réponse est bien simple. Je dis qu'il y a 3 systèmes dans une communauté. Il y a le système économique. Le système économique, il est là pour créer de la richesse. Le deuxième système, c'est le système législatif et judiciaire. Il est là pour donner le minimum de droits à tout le monde. Mais ces 2 systèmes-là, tout seuls, s'il n'y a pas d'autre chose, tu n'as pas aidé les démunis, tu n'as pas aidé les immigrants, tu n'as pas aidé les gens qui ont des problèmes de santé mentale, tu n'as pas aidé un couple qui se sépare que du jour au lendemain, ça prend un 2e logement. Tu n'as pas aidé une femme monoparentale qui veut terminer son cégep puis qu'elle a un enfant de 2 ans. C'est loin d'être évident. Sache qu'il y a un organisme à côté du cégep Limoilou, accueille 35 femmes monoparentales qui ont tous des enfants de 6 ans et moins, puis les 35 sont en train de terminer leur cégep. Fait que mon point, c'est, si tu n'as pas le 3e système, le système communautaire, tu n'as pas aidé personne de ces gens-là. Fait que moi, je dis que le système économique puis le système judiciaire, il est loin de créer une communauté. Puis ça prend le 3e système. Ça prend le système communautaire, que ton taux d'impôt soit 2 % plus bas ou plus haut que celui de l'Ontario. Quand même. Puis quand tu regardes c'est quoi l'efficacité de ces dons-là, c'est incroyable. Parce que si tu prends juste dans la région de Québec, quand je regarde ça, je me dis que les entreprises privées payent probablement un salaire 30 % plus élevé que ce qui est payé dans les organismes sans but lucratif, puis que les municipalités payent peut-être un 30 % de plus. OK. Alors, moi, je trouve que ces gens-là sont passionnés puis ils font des miracles avec pas grand-chose. Au point de vue de la structure de l'organisme, les charitables, je comprends que êtes-vous une OBNL ou c'est simplement un regroupement non officiel, entre guillemets? Oui, pour l'instant, c'est un organisme non officiel. D'accord. On n'a pas de lettre patente. Puis, pour l'instant, c'est financé à 100% l'administratif par mon collègue André Couture. Alors, André s'occupe des piastres, puis moi, je m'occupe de monter le système. Est-ce que vous pourriez imaginer un jour recueillir des dons, devenir une fondation même? Que les gens disent, moi, tant qu'à donner, c'est plus simple pour moi. Là, ils vont, je vais te le donner, mon 5%, puis tu peux t'en occuper. Non, on veut pas s'embarquer, on veut pas aller là. On veut pas remplacer Centraide qui
qui donne déjà à 225 organismes dans la région de Québec, qui donne à 400 organismes à Montréal. On ne veut pas diriger le don. Ça, on veut que ce soit les gens qui soient totalement à l'aise de faire ça. Mais c'est sûr qu'il y a deux choses qui vont se passer. C'est que, s'il y a plus d'envergure pour financer le système, oui, on va faire appel à des gens pour qu'ils nous aident financièrement. Puis la deuxième chose, on n'a pas appelé ça les charitables Québec-Cité. Alors, dans notre tête à nous, là, le terme est générique, puis il pourrait s'exporter. OK. Il pourrait s'exporter. Pour l'instant, nous, c'est la grande région de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, puis la Beauce. C'est le territoire qu'on vise. Mais on se dit, à un moment donné, ça va faire des petits, puis oui, ça sera bien qu'il y ait des chapitres qui se créent dans d'autres régions au Québec. Du Québec, c'est ça. Vous avez un site web qui s'appelle, si je ne m'abuse, lescharitables.ca, mais je l'ai visité ce matin. C'est ça, www.lescharitables.ca. Puis on peut télécharger sur le site la lettre d'engagement moral, donc... Exactement, le tout dernier document, hein, on explique c'est quoi notre mission, ce qu'on fait, on met les noms des premières personnes qui ont accepté de joindre le mouvement. Il y a des témoignages. Puis, il y a des témoignages, il y a des vidéos, puis on est de plus en plus... En fait, il y a deux choses qu'on fait. Là. On a une stratégie médias sociaux sur LinkedIn. Puis la deuxième chose, en sollicitation, là, il n'y a rien qui bat le bedaine à bedaine. Autrement dit, une personne qui sollicite physiquement une autre personne. Alors, on a les deux stratégies. Excellent. Écoute, ça fait un très bon tour d'horizon. Donc, l'organisme Les Charitables, on pourrait appeler ça un organisme ou Oui, un organisme. Ou le mouvement, peut-être. Mais là, donc, mais je ne peux pas avoir Yvon Charret ici sans lui demander de me parler un peu du Mont-Saint-Anne. Pendant quelques minutes, là, comme disait Yvon Deschamps dans le temps, où est-ce qu'on s'en va? Oui. Alors, quand j'ai pris ma retraite en début de 2019, là, j'ai accepté 3 mandats. Puis le premier mandat que j'ai accepté, c'est à la demande de la mairesse de Saint-Féréol. C'était 10 ans avant l'échéance du contrat CEPAC-RCR pour les activités autres que la montagne. Mm-hmm. Et la mairesse, et on savait que la CEPAC pouvait changer de gestionnaire en 2024, donc il nous restait 5 ans pour se positionner. Et après 1 an, il y a plein d'amis qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit poliment que j'avais manqué le bateau parce que je ne m'occupais pas aussi de la montagne de ski alpin. C'était un gros manque dans mon mandat. Alors, j'ai accepté de faire ça aussi. On a créé un OBNL, on a un conseil d'administration, on a demandé à des gens de nous aider à nous financer. On est allé voir le gouvernement. Le gouvernement a accepté d'avoir un comité de fonctionnaires responsable du dossier. Le gouvernement a accepté d'attitrer un ministre. Le gouvernement nous avait demandé de collaborer avec RCR en disant « Si vous réussissez à racheter le contrat d'RCR, ben nous, on va vous appuyer, on va vous aider par la suite. » Un contrat qui est signé jusqu'à... C'est un contrat de 100 ans qui a été signé en 1994, qui va jusqu'en 2093. Quand même. Alors, nous, on est revenu au gouvernement après 3 ans, puis on a dit « Cher gouvernement, on a essayé de collaborer. Il y a 3 groupes québécois qui ont essayé de s'entendre avec RCR. Les Amis, sans succès. Le Massif de Charlevoix, sans succès. Puis un 3e groupe, sans succès. » Alors, la stratégie de collaboration. Puis la deuxième chose qu'on dit au gouvernement, c'est que vous avez nommé un ministre responsable il y a 2 ans et demi, un super négociateur, et avec RCR, il est toujours sur la case de départ. Alors nous, on a dit que quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans les 3 dernières années, ça serait un désastre de donner de l'argent à quelqu'un qui a laissé détériorer la montagne. Mm-hmm. Fait qu'on dit qu'il faut changer de stratégie avec RCR. Et la deuxième chose qu'on dit, c'est qu'il y a un groupe européen qui est installé depuis 1 an au Québec, qui a déjà des ententes avec 2 montagnes, qui a rencontré le gouvernement, qui a un plan de développement jusqu'à 200 millions sur la montagne, qui est prêt à mettre 100 millions d'équité. Alors nous, les amis, quand on a vu ça, on s'est dit, il faut appuyer la locomotive. Mm-hmm. Alors nous, les amis, on s'est assuré d'aller chercher des investisseurs québécois. On en a trouvé pour 20 millions. Alors on a 20 millions de lettres d'intérêt signées à Christian Mars. Pour racheter le contrat. Pour appuyer Christian Marc dans sa démarche. Christian Marc qui est... Christian Mars, excuse-moi. Non, c'est le PDG de la fameuse compagnie européenne e-Liberty qui a déjà des ententes à Mont-Grand-Fond puis à Mont-Lac-Vert. D'accord.
qui est intéressé par le Mont-Saint-Anne puis par Stoneham. OK. Alors, nous, on dit au gouvernement, vous aviez peur d'être trop sévère avec RCR parce que vous ne vouliez pas vous ramasser comme investisseur puis opérateur au Mont-Saint-Anne. Ne vous en faites pas. Vous ne serez plus opérateur puis investisseur. On l'a trouvé. On a trouvé quelqu'un qui a un plan ambitieux et on a dit au gouvernement ce printemps, il faut agir vite parce que la Ville de Québec va être l'hôte des Jeux d'hiver du Canada qui vont avoir lieu en février 2027. Moi, je t'ai entendu parler de ça à la radio. Hein. Le ski de fond et 3 des 5 activités de ski alpin sont prévues au Mont-Saint-Anne. Alors, quand vous regardez ça au Mont-Saint-Anne, les pistes expertes pour faire les compétitions ne sont plus enneigées. Les pistes en question ont toutes perdu leur homologation, sauf une. Mm-hmm. Alors, il est urgent pour le gouvernement, quand tout le Canada va regarder les Jeux d'hiver à Québec, sa télévision, là, il ne faut pas manquer notre coup pour la réputation. Alors, ici, on a une raison d'intérêt public pour dire on doit agir rapidement avec RCR parce que dans un scénario idéal, il faudrait que le nouveau gestionnaire soit en place cet été pour commander toute l'infrastructure qui serait livrée dans 2 ans, à l'automne 2026, qui serait installée durant l'automne puis qui serait prêt pour le jeu d'hiver février 2027. Mais la notion que j'ai, c'est que RCR, le propriétaire de ça, lui, le Mont-Saint-Anne, c'est comme un caillou dans son soulier, là, je veux dire. En fait, c'est toujours... Ça ne dérange pas trop. C'est toujours intéressant en négociation d'essayer de comprendre l'autre partie. Puis honnêtement, on ne la comprend pas, l'autre partie, parce que le propriétaire unique de RCR, M. Edwards, a une fortune d'environ 3 milliards de dollars. Il vit maintenant en Europe. Et ce qu'on comprend, il donne une autonomie financière de 2500 dollars à son vice-président opérateur au Mont-Saint-Anne. Okay. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Alors, c'est Monsieur Non. Alors, c'est pour ça que nous, on dit au gouvernement, le gouvernement, il y a des pouvoirs que nous, on n'a pas, incluant le pouvoir d'exproprier, parce qu'il faut savoir, quand le Mont-Saint-Anne a été créé en 1960, ces terrains-là appartenaient à des locaux, à des fermiers. C'est pas tout le monde qui est prêt à vendre. C'est certain. Alors, les derniers, ils ont été expropriés pour fin d'intérêt public. Alors, on a exproprié des gens pour fin d'intérêt public, puis là, on se ramasse 50 ans après. Il y a quelqu'un qui est en train de détruire le joyau qu'on a monté. Mm-hmm. Puis quand vous regardez ça, vous dites, écoutez, RCR, lui, il gère la montagne depuis 21 ans. Il en reste 70. Alors après 21 ans, l'enneigement ne fonctionne plus, c'est plus expertes. Toutes les remontées sauf une ont dépassé la durée de vie utile. La première remontée, il a enlevé 50% des chaises parce que le système n'est pas assez robuste. Puis la deuxième remontée, l'automne passé, a enlevé 40% des chaises. Il y a 2 fois moins de personnes qu'avant 1992. Alors, si on n'agit pas parce qu'on dit qu'on préfère ne pas agir, j'ose pas m'imaginer qu'est-ce que la montagne va avoir de l'air dans les 70 ans qui reste à courir. Est-ce que j'avais comme notion que quand ce contrat-là s'est signé avec RCR, il y avait eu une urgence ou... Tu sais, moi, je suis un observateur externe, puis pour parler j'ai l'impression que le Québec, comme on dit, s'est fait un peu rouler dans la farine. Est-ce que ça se peut? Ben, en fait, il s'est passé 2 choses en 1994. Là. On commençait la mode des PPP. Puis, il y avait un type qui était déjà propriétaire d'une montagne au Québec puis qui rêvait d'en avoir une deuxième. OK. Alors, ils ont fait ça assez rapidement. Puis, ils ont accepté de le faire avec le minimum de reddition de compte. OK. Puis, ce qui est assez comique, c'est que ce propriétaire-là, après 2 ans, a dit finalement, ça ne m'intéresse pas, puis il l'a revendu. OK. Mais là, j'imagine que dans un scénario idéal, c'est que RCR cède tous ses droits, le contrat est racheté, puis... Bien, dans un scénario idéal, RCR aurait accepté de vendre son contrat. Okay. Puis il faut comprendre qu'il suit actuellement la stratégie de milking de cow. Hein, je ne fais pas d'investissement, mais je récolte le maximum de revenus. Mais là, étant donné qu'il est peut-être rendu à son pic là, d'avoir des revenus, parce que là, il y a moins de chaises, il y a moins d'enneigement, et le 3 juin, on devrait savoir qu'est-ce qui se passe sur le contrat de 35 ans, parce qu'il a été en défaut sur le contrat de 35 ans, sur les activités autres que le ski alpin et la vente de terrain. Alors, il est fort possible prochainement qu'ils apprennent qu'il n'aura plus le droit de vente de terrain pour faire des profits additionnels. Okay. Alors, techniquement, il devrait réfléchir. Par contre, moi, si j'étais le gouvernement,
le gouvernement peut émettre une loi spéciale. Si j'étais le gouvernement, je dirais RCR, cher RCR, ça fait 3 ans qu'on discute ensemble, puis on est au point de départ. Cher RCR, j'ai devant moi un projet de loi pour t'exproprier. OK. On se donne 6 semaines pour s'entendre, à défaut de quoi, voici le papier que je vais déposer à l'Assemblée nationale. Ça va finir en cours, par contre. Ça va finir en fait, ça empêchera pas le changement de contrôle. Le gouvernement va prendre le contrôle de sa montagne. Et peut-être qu'RCR va le poursuivre, puis ça va durer pendant des années. On parlait de philanthropie en début d'entrevue, puis avant de passer au dernier sujet dont je voulais te parler, j'ai quand même le sentiment que le gouvernement du Québec va devoir mettre de l'argent public en bonne quantité pour se sortir de cet imbroglio. Et que, finalement, cet argent-là va aller peut-être sur une montagne de ski plutôt que dans d'autres domaines pour lesquels tu sollicites les gens pour donner. Je ne veux pas que ce soit une question piège, mais j'ai vraiment l'impression que le gouvernement va devoir payer. Non. Écoutez, c'est sûr que le gouvernement va devoir payer, parce que si le gouvernement était prêt à donner 50 millions à une compagnie qui a laissé détruire la montagne, il va être pris pour mettre au minimum le même montant d'argent pour quelqu'un d'autre, parce que je ne connais personne au monde qui va être prêt à prendre cette montagne-là pour $1. Oubliez ça, ça ne se passera pas. Okay. Par contre, quand on regarde au niveau économique, on a fait faire des projections économiques sur les retombées, parce qu'il faut comprendre 2 choses. 1, le Mont-Saint-Anne, c'est une locomotive régionale. Il y a déjà eu 700 000 jours ski à Mont-Saint-Anne, puis là, actuellement, on est à 300. Mm-hmm. Puis la deuxième chose, c'est que toute la stratégie du tourisme de la région, pour rentabiliser les hôtels et les restaurants, c'est amener le tourisme 12 mois par année, pas juste l'été. Mm-hmm. Alors, stratégiquement, d'amener du tourisme l'hiver, c'est un no-brainer. Alors, selon les calculs qui étaient faits par une firme externe qui a suivi toute la méthodologie du gouvernement, si on allait de l'avant avec le plan d'action incluant la construction immobilière, il y aurait des retombées au-dessus de 500 millions. OK, quand même. Je crois que le gouvernement en aurait pour son argent. Et n'oubliez pas que pour un gouvernement, les retombées, c'est avoir du monde de l'extérieur. Les gens de l'extérieur, on les a perdus. On a des Japonais, des Ontariens, etc. Si on ramène ces gens-là au Mont-Saint-Anne, si on ramène des Européens, c'est de l'argent neuf. Alors, dernier sujet, donc, j'ai aussi un expert, le Pont de Québec. Oui. Un autre mandat de retraite, donc... Oui, ben moi, je dis à la blague que je viens de rédiger le contrat de 1993. OK. Parce que ça avait été signé entre le CN et Ottawa en 1993. Là, je m'attaque au contrat de 1994. On avance. Signé un an après. On avance. Au moins, on a fait un. Alors, voici ce qui se passe sur le contrat. Il faut savoir que dans les années 90, le fédéral a transféré la responsabilité des ponts aux provinces. En 90, OK, parfait. Dans les années 90, fait que Ottawa n'est plus propriétaire des ponts au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, à part quelques exceptions. Mais étant donné qu'on était dans la campagne référendaire au Québec, le gouvernement du temps a jugé... En 95. Oui, le référendum a eu lieu en 95, c'était dans les airs. Tout le monde en parlait. Alors, le gouvernement fédéral a préféré garder les ponts parce qu'il avait peur que ça soit mal perçu s'il transférait les ponts au Québec. Alors, c'est dans ce sens-là... Alors que c'était réglé dans le reste de... Alors que c'était réglé dans le reste du Canada. OK, parfait. Alors, les exceptions, il y en avait 3. Il y avait 2 ponts routiers, Champlain puis Jacques-Cartier. Donc, Ottawa les a gardés. Puis, il a créé une petite unité qui s'appelle PJCCI pour les gérer. Puis, le 3e pont, c'est un pont ferroviaire. Alors, Ottawa, regardez ça. Il y avait justement le CN, qui est une société de la Couronne. Alors, Ottawa a dit au CN, tu vas gérer le pont. Alors, puis, tu n'as pas le choix. OK. Là, ce qui n'était pas prévu, c'est que quelques années après, le CN est devenu une compagnie publique. OK. Puis là, il y a eu un contrat sur la peinture, puis le CN a dépensé les 60 millions, puis après, il a dit qu'il n'y avait plus de budget. Ottawa l'a poursuivi en disant qu'il n'a pas respecté ses engagements, mais c'est le CN qui a gagné en cours. Alors... CN, dont Bill Gates était un actionnaire principal à l'époque. Oui. Ça avait été parlé un peu. Exactement. Il y a eu plusieurs stratégies qui ont été mises de l'avant. Une des stratégies, c'était de faire pression sur Bill Gates, qui était un actionnaire important. Ça, c'était l'idée des maires.
avant que je sois responsable du dossier, le ministre Champagne était responsable du dossier pendant 2 ans. Puis lui, il avait sa propre stratégie. Puis finalement, il a été transféré dans un autre ministère. Alors moi, en 2019, quand on m'a approché, toujours ma fameuse année de retraite, j'ai pris le Mont-Saint-Anne au début de l'année, j'ai pris la promotion du tramway en avril, puis j'ai pris le pont au mois d'août. Alors, le gouvernement m'a demandé de m'occuper de ce dossier-là. J'ai remis un rapport moins de 10 mois après, indiquant que ma recommandation, c'était qu'Ottawa rachète le pont. Étant donné que c'était pendant la COVID, puis qu'à Ottawa, au Conseil des ministres, ils discutaient seulement des dossiers reliés à la COVID, mon rapport est resté sur une tablette pendant 10 mois. Mm-hmm. Mais quand même, après 10 mois, en avril 2021, le gouvernement a accepté ma recommandation, puis là, il m'a donné un mandat de négociation. Bon. Ça a été plus long que prévu, parce que mon mandat, il y avait 2 enjeux assez importants. Le premier, c'est qu'on me demandait de sécuriser 25 ans de loyer auprès du CN et auprès du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec n'a jamais voulu. Ce qui a fait en sorte qu'en septembre 2022, j'ai recommandé au gouvernement d'Ottawa de modifier mon mandat pour me concentrer uniquement sur le CN. Puis le deuxième élément qui est arrivé, finalement, ça a pris tellement de temps que même si j'avais déjà terminé la négociation sur la contribution du CN, on m'a demandé de la recommencer. Okay. Parce que l'inflation s'est invitée dans le débat. Alors, quand on a eu les nouveaux chiffres à Ottawa, puis qu'Ottawa a eu un nouveau mandat, parce qu'Ottawa devait aller chercher des sommes au ministère des Finances, puis ça devait être accepté par le bureau du premier ministre, c'est en février 2023 que là, on a fait le dernier sprint, puis ça a pris 15 mois. OK. Là, donc ça, aujourd'hui, c'est réglé. Ottawa a racheté le pont. C'est bien ça? C'est réglé. Il reste juste une technicalité, là. Puis là, il ne faut pas épeurer personne. Là. Est-ce qu'un changement de gouvernement pourrait... Non, en fait, la technicalité va se terminer d'ici le 10 juin. C'est que, étant donné que Québec est locataire, Québec aurait le droit de dire, à ces conditions-là, je préfère être moi-même le propriétaire du pont. Alors, Québec a déjà dit que verbalement que c'était pas son intérêt, mais il doit le dire de façon écrite. Puis s'il ne le dit pas durant une période de 30 jours, après 30 jours, il est présumé qu'il n'a pas intérêt. Alors, techniquement, ça pourrait aller jusqu'au 10 juin. Puis là, le 10 juin ou avant, quand Québec va l'annoncer officiellement au CN, la personne responsable du CN, Olivier Chouc, va pouvoir apposer sa signature. Et le montant de la transaction, c'est... Le montant de la transaction, moi, je suis tenu par une entente de confidentialité. Il y a des gens qui ont laissé circuler des montants, mais ce que Ottawa a dit, c'est que son intention, c'est d'investir 1 milliard sur le pont pour une période de 25 ans, donc 40 millions par année. 15% serait payé par le CN, 25% par le gouvernement du Québec, puis 60% par Ottawa. Ce milliard-là, c'est la réfection ou c'est le 200 millions d'il y a 10 ans qui est devenu 1 milliard? Ou c'est 2 éléments importants. Le plus important est le suivant. Pour assurer la pérennité du pont, Ottawa va mettre des sommes importantes pour les pièces non remplaçables ou difficilement remplaçables. C'est un budget qui est très important. Puis la seule façon de solidifier ces pièces-là, c'est de la prévention, c'est des peinturés. Fait qu'il y a quand même un budget important. Mm-hmm. Il va y avoir aussi un budget de peinture esthétique, ce que le CN ne faisait pas. Et troisièmement, c'est que Ottawa va gérer le pont comme un pont routier et non pas comme un pont ferroviaire. Les normes sont plus sévères, puis l'acier usé est remplacé à peu près 2 fois plus vite que pour un pont ferroviaire. Dernière question peut-être, là. Toi qui es dans le... C'est peut-être secret, mais est-ce que c'est un pont qui pourrait être fermé n'importe quand pour des raisons de sécurité? Qu'on arrive un matin et qu'on dit le pont de Québec est fermé là, jusqu'à nouvel ordre, puis on... Alors, je peux te confirmer que le pont de Québec, à mon avis, c'est le pont qui a été le plus analysé au Canada. Avant que j'aille mon mandat en 2019,
il y avait une certaine méfiance au CN, puis il y a des fonctionnaires d'Ottawa qui avaient le droit d'aller physiquement à Montréal, au siège social du CN, puis de prendre des notes. Quand j'ai eu mon mandat, j'ai convaincu le CN d'ouvrir les portes grandes ouvertes à tous les rapports des consultants. On a eu 10 ans de rapports. Chaque année, c'est 3 pouces. On a eu accès aux 3 consultants du CN. Et en juillet 2022, Ottawa a lancé sa propre analyse indépendante par un consortium différent que les experts du CN. Et ça incluait de faire une analyse du pont sur place et de reviser tous les rapports des consultants du CN. OK. Et après 6 mois, il y a eu une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le pont est en très bon état. Puis si vous faites le plan de maintenance que vous prévoyez, il va t'offrir minimum 75 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. OK. La mauvaise, c'est que ça va coûter plus cher que vous pensiez. OK. Bon, il y a toujours un petit côté négatif. Alors là, c'était ma dernière question du segment principal. Petite baguette magique. Donc, c'est la formule du balado. On retombe dans la santé. C'est un balado sur la santé. Donc, qu'est-ce que tu changerais par magie dans le réseau de santé québécois? Je mettrais le client au centre. Ah, j'adore. Parce que c'est quelque chose que moi, j'ai dit souvent. Là, donc, on appelle ça le patient, là, mais c'est pareil. Mettre le patient au centre. Dans le lean management, tu mets le client au centre. On l'a mis en place à l'Industrielle Alliance en 2010. Ça l'a tout changé. Puis juste pour te donner un exemple, le lean management, il y a notre filiale d'assurance auto-habitation qui avait été la première à mettre ça sur place. Et moi, comme président, j'ai reçu des lettres de félicitations des clients. OK, quand même. Parce qu'avant ça, je recevais uniquement des lettres de plainte. OK. Quand j'ai commencé à recevoir des lettres de félicitations, je me suis dit, il passe quelque chose. OK. Puis le principe lean, c'est de mettre le client au centre. Puis c'est ça que je souhaite, j'avais une baguette magique pour le système de santé. Je te dirais que c'est parfois quelque chose qu'on semble oublier dans le réseau de la santé, mais ce sera pour une deuxième rencontre. Donc, as-tu une rencontre de rêve ou... J'imagine que tu as rencontré beaucoup de gens dans ta vie, donc... Moi, ma rencontre de rêve, là, c'est Viktor Frankl. OK. Viktor Frankl, c'est un Juif qui est allé dans les camps de concentration sur base volontaire pour aller rejoindre ses parents. Quand même. Il a survécu. Puis lui, là, pourquoi il a survécu? Il a survécu pour 2 raisons. Un, sa mission, son rêve, c'était de développer une école de psychiatrie. Puis la deuxième chose, il avait tellement une bonne connaissance de l'humain, il a réussi à s'approcher. Il a réussi à s'approcher des Allemands, il a réussi à jaser avec eux, il a réussi à leur enlever certaines de leurs inquiétudes, de sorte que quand il a... probablement qu'il a été chanceux un peu, puis sa philosophie était la suivante. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Il dit, il y a trop de gens qui ont fait l'erreur de dire « Ah, à Noël, je vais être libéré. » Bien, quand à Noël, ils n'ont pas été libérés, là, les gens sont tombés comme des mouches, un après l'autre. Alors lui, il avait une force mentale. Puis il est sorti, il a fait son école de médecine? Non, il a fait son école de psychiatrie. OK. Puis... il a sorti cette phrase-là, puis to live is to suffer, to survive is to find meaning in the survival. Autrement dit, c'est pas vrai que la vie est tout le temps facile. Moi, c'est pour ça que je dis, je suis optimiste sur la destination, mais réaliste sur le voyage. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, if you find the meaning, si tu trouves quelque chose de plus grand que toi, tu vas survivre. Puis, il a écrit un livre fameux là-dessus que j'encourage tout le monde à lire. Puis, moi, en 1996, là, quand il a fait sa dernière présentation devant des milliers de personnes en Europe, là, à 90 ans, là, puis on aurait pu entendre voler une mouche, j'aurais aimé ça être là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est entré dans ta vie? Pur hasard, un livre qui te tombe dans les mains, quelqu'un qui t'en parle ou... En fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis tombé sur un livre une fois qui s'appelait « Le burn-out des bons samaritains ». Fait que les gens qui veulent aider beaucoup leur communauté, à un moment donné, ils veulent trop, ils sont pas capables de s'arrêter, ils sont trop empathiques, puis ils tombent au combat. Puis c'est dans ce livre-là que j'avais acheté ce livre-là pour aider un bon samaritain.
Puis en lisant ce livre-là, ben, ça a fait référence à Viktor Frankl. OK. Alors ce livre-là, pour moi, là, je pense que ça a été traduit dans 60 langues. Quand même. C'est bon. J'imagine que la cause que tu soutiens, c'est Centraide ou je mets des mots dans ta bouche ou est-ce qu'il y a une cause particulière au-delà d'une fondation? Oui, ben en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'au niveau philanthropique, tu donnes 5%, tu donnes la moitié de tes dons pour les services essentiels. Moi, j'appelle ça Centraide. Puis l'autre moitié, c'est pour les causes qui te touchent à cœur. Puis moi, les causes qui me touchent à cœur, c'est faut que j'aille un bon conducteur d'autobus. Faut que l'impact puisse être multiplicatif. Moi, quand j'ai vu Michel Sarrazin, puis qu'il y a un milliardaire belge, parce qu'il faut comprendre que la maison Michel Sarrazin, ça, je te donne ça juste un exemple, là, c'est pas la première maison de soins palliatifs au Québec, c'est pas la première au Canada, c'est la première au monde francophone. Puis quand tu apprends qu'un milliardaire belge, à sa retraite, il a tout vendu ses compagnies, puis il a décidé, c'est ça qu'il voulait faire, créer des soins palliatifs. Il est débarqué à Québec, puis il a dit au docteur Dionne, Louis Dionne, vous savez, monsieur Dionne, on va passer la prochaine semaine ensemble. Puis après ça, il a amené 10 médecins, 10 infirmières. Tu regardes ça, tu te dis, c'est une locomotive. Puis moi, les causes, c'est d'aider les démunis. Parce que je me dis, à un moment donné, si tu as quelques outils dans tes poches, tu peux te débrouiller. Mais c'est pas vrai que tout le monde est né avec des chances égales. Il y en a qui sont nés avec une veste de sécurité, puis il y en a qui sont nés qui n'avaient rien. Puis il y a des gens démunis qui disent, ben, moi, je la trouve forte, l'expression, là. Quand je regarde des escaliers roulants, on dirait que moi, je suis toujours dans l'escalier qui descend. Alors, c'est ça mes causes. C'est aussi les patros, parce que moi, les patros, c'était ma deuxième famille. C'est là que j'ai appris des bonnes valeurs. Alors, j'ai toujours supporté les patros. Et je fais partie des gens qui ont accepté de donner 1 million à leur décès à l'Université Laval. Je trouve que quand j'ai dit tantôt qu'au Québec, on peut avoir une éducation de qualité, ben quand tu regardes ça, à un moment donné, il y avait 11 compagnies d'assurance dans la région de Québec. Je vais te dire, bien franchement, moi, je trouve que c'était des filiales de l'Université Laval. Okay. Toutes les compagnies d'assurance. Fait que faut que je redonne à l'Université Laval. Yvon, merci. Bienvenue. À la prochaine. Yes. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.